Bonsoir à tous, bienvenue à notre nouvelle édition du cycle Échanger pour mieux comprendre de la Fondation Tijari Wafa Bank. C'est notre 21e rencontre en virtuel, ce format que nous avions lancé en mars 2020 dans la continuité de nos rencontres en présentiel. Et nous avons donc été fidèles au rendez-vous tous les mois. Et à cette occasion, je voudrais vous remercier pour votre intérêt, votre suivi et vos encouragements constants. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler que nous restons à l'écoute de toutes vos suggestions et propositions de sujets. Pour cela, il vous suffit de nous adresser vos propositions de thématiques et même de conférenciers sur la page Facebook de la Fondation Tijari Wafa Bank. Nous ferons un plaisir de les intégrer dans notre programme de l'année 2022. Alors, le mois de décembre est en général un moment propice pour chacun d'entre nous pour faire une petite pause et dresser un bilan de parcours et entamer parfois même un travail d'introspection pour s'engager dans l'année qui arrive dans les meilleures conditions. C'est donc dans cet esprit. C'est donc dans cet esprit que nous avons choisi notre thématique de ce soir, qui est, je le rappelle, télétravail, performance et sociabilisation, les cadres face aux nouveaux défis du développement personnel. Alors, en préambule, je citerai Nelson Mandela, qui était une personnalité très inspirante et qui disait « Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui vous présentent des chemins au bout desquels vous ne serez plus la même personne. » Et donc, dans ce monde dans lequel nous avons basculé depuis 2 ans, cette citation a toute sa résonance et on se retrouve, chacun d'entre nous, à notre manière dans cette réflexion. Et donc, elle suppose que nous nous engageons dans une démarche de développement personnel pour nous réaliser. Et cette démarche-là n'est pas simple. Elle suppose une méthodologie, elle suppose des prérequis qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs que nous aurions prédéfinis au préalable. Et cela suppose aussi que nous devons être prêts à faire un véritable travail de cheminement. Et tout cela dans quel but? En fait, tout simplement pour redonner du sens à notre vie. Alors, cette expression, donner du sens à sa vie, c'est sans doute l'expression la plus utilisée actuellement. En tout cas, moi, personnellement, c'est l'expression que j'ai entendue le plus fréquemment ces derniers mois. Et c'est en effet le cœur de notre préoccupation à tous aujourd'hui, alors même que nous naviguons dans un monde incertain qui est en proie à de bouleversements profonds et permanents. Et nous sommes donc en train de comprendre que le monde d'avant est derrière nous et que nous ne connaissons rien encore de l'avenir. Alors, c'est difficile pour les générations matures comme nous, je parle de mes invités et moi-même, mais ça l'est encore davantage pour les générations Y et Z qui arrivent et qui débutent à peine dans le monde du travail. Et pour cette génération du tout digital, hyper connectée, comme on dit, le véritable enjeu est effectivement de donner du sens à la vie. Et pour la plupart, cela passe avant la carrière et cela passe avant l'esprit d'appartenance à l'entreprise. Et ce changement de paradigme, voire même de philosophie de vie, pose à tous, et à commencer par les employeurs, de véritables défis et des questionnements de fond. Ce sont donc tous ces aspects de la problématique que nous allons tenter d'analyser en présence de nos invités qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Ils vont en effet nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux, de nous montrer comment nous armer pour mieux traverser cette période de turbulence, en nous aidant aussi à poser les bonnes questions pour adopter la démarche adéquate et justement donner du sens à ce que nous faisons au quotidien. Alors, bien sûr, il sera difficile de faire le tour de la question en 90 minutes, bien entendu. Mais notre ambition est avant tout de donner à tout un chacun l'envie d'aller plus loin dans la connaissance de soi, de ses aptitudes, de ses limites et de ses ambitions. Alors, au nom de la Fondation Tijari Wafa Bank, je souhaite
la bienvenue à Madame Amel Sebti, qui est psychothérapeute, coach de vie et fondatrice du cabinet Éveil Spirituel. Madame Sebti, après des études de médecine, vous avez découvert le pouvoir de l'inconscient et de son impact sur tous les aspects de la vie. Et vous avez décidé d'explorer de nouveaux champs de la connaissance, tels que les neurosciences, la psychothérapie humaniste, l'hypnose ou encore les thérapies énergétiques. Vous avez ainsi développé une approche holistique de l'accompagnement et de la relation d'aide où vous placez l'humain dans sa globalité et non pas seulement dans sa matérialité organique. Alors aujourd'hui, vous êtes formatrice, coach ICF et hypnothérapeute et vous intervenez en cabinet, mais aussi en entreprise. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. À vos côtés, Monsieur Mohsin Aïouch, que je remercie aussi de sa présence parmi nous. Monsieur Aïouch, vous êtes coach, formateur, superviseur de coach. Vous êtes spécialiste dans l'accompagnement des dirigeants, donc que ce soit à travers des coachings individuels, des team building, des cohésions d'équipes et dynamiques de groupe ou des managements d'équipe. Vous êtes diplômé en sciences politiques et relations internationales et vous avez suivi le cycle supérieur de gestion de l'ISCAE, puis une formation en analyse transactionnelle. Monsieur Aïouch, vous êtes le fondateur associé du cabinet BMH Coach de formation et de consulting et vous êtes fondateur de la HAMAC, qui est la Haute Académie marocaine de coaching. Vous êtes membre de Maroc Coaching et de l'ICF. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Sophisme et Coaching que vous aviez coécrit en 2018 avec Patricia Lambert et Christian Lestienne et avec la collaboration aussi de M. Fouzi Skli et que nous avions eu le plaisir de présenter la même année au sein de l'espace d'art Actua dans le cadre d'une conférence en présentiel. Monsieur Aïouch, bienvenue parmi nous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, pour mettre en perspective la problématique proposée par la thématique de ce soir, nous écouterons aussi le témoignage de Madame Nawel Khiaté, qui est senior partner de Valiance Consulting et qui nous fera un rapide diagnostic du marché de l'emploi ou du travail au Maroc et de la percée notamment du télétravail depuis mars 2020, avec ses retombées sur la relation entreprise-salarié. Alors, j'en viens à ma première question. Alors que le développement personnel touche à tous les aspects de notre vie, comme je l'ai dit dans le préambule, il peut être parfois difficile de s'y retrouver tant le sujet est vaste et les cas divers et variés. Quelle est votre définition à vous du développement personnel ou ce qu'on peut parfois appeler épanouissement personnel? Je commencerai, si vous permettez, M. Aïouch, par Mme Sebti. Madame Sebti, quelle est votre définition du développement personnel? Ma définition du développement personnel, et je pense qu'elle est consensuelle, hein, on va tous être d'accord là-dessus, c'est partir de ses acquis et s'améliorer à chaque moment un peu plus. Partir d'une situation où finalement nous répertorions ce que nous avons réussi, nous répertorions nos acquis, nous répertorions nos réussites, nos forces, nos ressources, et à partir de là, déterminer ce qui nous manque, ce que nous voulons de plus. Le développement personnel, ce n'est rien d'autre que cette démarche de moi vers une meilleure moi. Très bien. Monsieur Aïouch? Oui, merci. Alors, je préfère plutôt, pour ma part, l'expression ou le concept de développement de la personne. Pour quelle raison? Quelle est la nuance? La nuance, d'abord, je benchmark l'ouvrage de Carl Rogers qui s'appelle Le développement de la personne. C'est l'un des premiers à en avoir parlé sous cette forme-là, quoique le phénomène existe depuis toujours. Carl Gustav Jung parlerait de l'individuation.
On ne parle de développement personnel que depuis une dizaine, une quinzaine d'années. C'est happé par les phénomènes que nous vivons du marketing. Il s'agit du développement de la personne au moins au niveau de cinq dimensions, ensemble et liées, reliées, non pas isolées les unes par rapport aux autres. Il y a tout d'abord la dimension première, physique. Le sport, la manière de manger et tout ça, un minimum à manger pour se développer. Après, on va venir à bien manger, on parle maintenant de nutrithérapie, manger sainement pour ne pas tomber malade. Il y a la dimension mentale, son équilibre psychique. Il y a la dimension sociale, le lien que nous tissons avec les autres. Et je crois que cette dimension va prendre une grande importance aujourd'hui, vu les phénomènes que nous vivons. Et il y a le niveau ou la dimension émotionnelle, comment nous vivons et nous gérons ou pas, bien ou mal, nos émotions. Et puis, il y a bien sûr la dimension spirituelle, celle du sens. C'est en fait comment nous vivons, comment nous nous réalisons à ces 5 niveaux, mais en étant vigilant à ne pas relier le développement personnel à quelques activités. Oui, ça se traduit par des activités. Je vais faire mon sport dans une salle de sport, ou je suis en thérapie pour ceci et cela. Mais ce n'est pas l'activité qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et in fine, c'est le développement de l'être humain. Voilà ma définition. Très bien, merci Monsieur Ayoub. Justement, ça me permet de passer à la question 2, la deuxième question, qui concerne cette notion, cette fameuse notion de donner du sens à ce que nous faisons. Alors, si on voulait être davantage précis et peut-être un peu plus concret, en cette fin d'année qui est riche en rebondissements, chacun d'entre nous a besoin de faire le point et de se fixer de nouvelles résolutions. Et qui dit résolution dit défi. Alors, comment s'y prendre et comment donner du sens justement à ce que nous faisons au quotidien? Madame Septi ou... Oui. Parfait. Alors, donner du sens dans l'absolu, c'est un chemin que nous sommes tentés de faire constamment et nous sommes appelés à faire constamment. Il fait partie des plus hauts besoins de l'humain. C'est quelque chose qui est inscrit en nous, c'est-à-dire qu'une fois que nos besoins primaires sont comblés, eh bien, nous allons naturellement vers une quête de sens, vers un besoin de sens. Et de toute façon, ce qui va déterminer l'évolution d'une vie, c'est est-ce que oui ou non nous avons rencontré le sens de cette vie. Ce qui va déterminer la différence entre avoir vraiment pleinement vécu sa vie, avoir un niveau de satisfaction de sa vie ou pas, c'est la rencontre de ce sens. Maintenant, c'est également inscrit dans la nature humaine, ce besoin de sens, parce que nous sommes équipés, et c'est récent, cette découverte est récente, mais nous sommes équipés anatomiquement, biologiquement, pour cette quête de sens. Le cerveau humain, depuis une vingtaine d'années, et beaucoup plus vite, c'est peut-être 10 dernières années, est en train de révéler tous ses secrets. Et aujourd'hui, eh bien, le sens, ce sens que nous cherchons tous depuis la nuit des temps, nous cherchons à travers la spiritualité, le développement de notre personne, le lien social, la présence à l'autre, la contribution, enfin, toutes ces choses que nous faisons pour donner du sens à notre vie. Aujourd'hui, nous savons que c'est simplement une partie de notre cerveau qui s'appelle cortex singulaire, qui est une partie de notre cerveau dont le seul rôle est celui-ci, de trouver du sens à ce que nous faisons, de trouver de l'ordre, de nous placer dans... Nous sommes, enfin, si vous voulez, notre cerveau est sensiblement séparé en 2 systèmes. Une partie de nous qui est axée sur la survie, une partie qui est totalement dans la survie. Donc, elle est dans une immédiateté de nos réactions. C'est pour ça d'ailleurs que n'est-ce pas? Absolument, émotionnel, nous surconsommons, nous stockons, nous avons ce besoin de posséder, nous nous défendons, nous développons des stratégies de survie qui sont des stratégies parfois agressives, parfois au contraire très douces et très stratégiques. Mais c'est ce cerveau-là qui fait que voilà, nous sommes dans la survie, et qui dit survie, c'est pas seulement se battre, mais c'est aussi accumuler, travailler, être dans des automatismes mentaux, physiques, émotionnels, comportementaux. Mais il y a également
quelque part dans notre cortex préfrontal, ce cortex singulaire, qui est une partie qui veut que les choses aient du sens. C'est celui qui nous fait constamment demander pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que je veux. Et l'insatisfaction de cette partie-là, ben, elle fait qu'à un moment ou à un autre, on va vers le dysfonctionnement, l'insatisfaction, etc. C'est en fait cette partie-là qui vient répondre à certaines de nos valeurs comme l'hédonisme. On parle beaucoup des très hautes valeurs de l'humain, qui sont la liberté, je ne sais pas, mais celui qui va chercher ce plaisir, cette satisfaction, c'est la forme extrême. Une fois que ce cortex singulaire est satisfait, ça nous aligne avec ce besoin d'extrême satisfaction et d'extrême plaisir qu'est l'hédonisme. Merci. Monsieur Ayouch, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la conjoncture actuelle qui a fait qu'il y a une prise de conscience quasi générale sur la nécessité de donner du sens justement à ce que nous faisons? C'est-à-dire que même les personnes qui n'étaient pas particulièrement sensibles à ces questions, aujourd'hui, voilà, sont confrontées à cette problématique. Pourquoi je me lève le matin et pourquoi je fais, voilà, comment je meuble ma journée et où je vais. Est-ce que vous ne ressentez pas cette urgence aujourd'hui? Oui, il y a une urgence qui dure depuis au moins 5000 ans. Mais on ne le sentait pas d'une manière aussi, voilà. Merci, merci. Madame a détaillé l'aspect anatomique et le cerveau et c'est vraiment très intéressant de voir que c'est des questions pas seulement idéales, mais elles sont quasiment physiques. Physiques, biologiques. Tangibles. Mais c'est dans notre ADN en tant qu'être humain. La seule différence réelle entre nous et les autres espèces vivantes, animaux, plantes, protozoaires, virus compris, c'est que nous sommes chercheurs de sens. Dès l'aube de l'humanité, l'homme est devenu homme, l'homo sapiens s'est posé la question, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que c'est que tout cela? Le néandertalien ne s'est pas posé la question. Et donc, nous sommes des êtres vivants, chercheurs de sens, et nous avons la capacité de le construire. Ça ne veut pas dire que nous utilisons cette capacité. Aujourd'hui, le phénomène auquel vous faites appel, c'est qu'il y a une prise de conscience. Vu ce qui se passe, vu la vie telle qu'elle évolue. D'ailleurs, on entendra dans tous les journaux et les magazines bien avisés, l'humanité a perdu le sens. L'humanité est en quête de sens. Alors, oui, c'est un peu plus urgent, mais à mon sens, c'est une urgence qui dure depuis 5000 ans. Là-dessus, ce qui pose problème dans ce cas d'espèce, c'est le sens du mot sens dans le sens que nous l'utilisons en parlant de quête de sens. C'est un mot polysémique. Il a 10 000 sens lui-même. Sauf que nous sommes dans le registre du questionnement existentiel. Ça aussi, c'est le propre de l'être humain. Et le questionnement existentiel va être plus percutant, plus urgent, plus pressant quand il y a ce qu'on appelle des événements existentiels. Or, l'humanité vit depuis le 20 mars, je prends ça comme date de départ parce que c'est la date de l'annonce du premier confinement au Maroc, vit un événement existentiel inédit. Le monde entier était enfermé chez lui. J'exagère à peine. Et donc, c'est normal que l'on se pose la question du sens sans pour autant saisir le sens du mot sens dans le sens que nous utilisons aujourd'hui. Si vous permettez, Mouna, j'aimerais rebondir. J'aimerais rebondir. J'ai adoré d'abord votre jeu de mots. Je l'ai trouvé délicieux, Monsieur Ayouch. Mais surtout, j'ai adoré votre allusion aux sapiens et à cette
auquel nous ressemblons beaucoup. Il y a énormément de chercheurs aujourd'hui qui parlent d'une crise anthropologique. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est une révolution anthropologique. Nous sommes dans une des phases les plus complexes de notre histoire. L'être humain, justement, a subi dans la théorie de l'évolution, on a subi peu de véritables crises qui nous ont amenés à nous transformer de cette manière-là, et probablement ce qui est en train de se passer depuis le Covid, c'est quelque chose qui va nous transformer profondément, parce qu'il y a au moins 2 générations qui ont été très fortement impactées. Alors, d'un point de vue anthropologique, ou je ne sais pas, même d'un point de vue du changement, pour rester dans l'approche du développement personnel, il y a 2 niveaux de changement, n'est-ce pas? Et vous le savez, il y a un changement de type 1 et un changement de type 2. Merci l'école de Palo Alto. Dans le changement de type 1, il y a un changement qui est brutal, qui est inattendu, exactement ce que vous avez évoqué avec le 20 mars, quelque chose qui arrive, qui est de l'ordre justement de la survie, qui vient toucher à notre instinct de survie et qui va nous amener à créer des mécanismes d'adaptation, et on va tout faire pour nous adapter, comme le sapiens qui a traversé certaines situations, etc. Mais au final, notre seule urgence dans un changement de type 1, c'est quand même préserver nos acquis et survivre. Là, pas de place pour le cortex singulaire, justement, ni pour la recherche de sens, mais simplement pour la survie. Vous savez, il y a cet excellent Daniel Kahneman, je ne sais pas si vous connaissez, le monsieur qui a un prix Nobel d'économie comportementale et qui avait parlé des 2 systèmes du cerveau, que justement, il y a un système qui est sur la survie, qui est profondément axé sur la survie. Et puis, il y a un autre système qui est un peu plus long et un peu plus énergivore. Et bien, dans un changement de type 1, c'est ce premier système automatique qui est déclenché, où on veut juste préserver ce qu'on a de manière à pouvoir revenir après à une homéostasie, à une écologie de nos vies, à retrouver cet écosystème tel qu'il était avant. Et c'est ce que nous avons fait. On s'est juste terré un petit peu en attendant de revenir. Aujourd'hui, je pense que ce que nous vivons, c'est un changement de type 2. C'est un changement du système tout entier. Les relations sociales, le développement, l'éducation, le travail, nous parlons du télétravail, la manière d'envisager le travail, les valeurs, tout ça est en train de se transformer. Et donc, c'est un changement de tout le système qui est en train de se faire. Et bien sûr, si le système change, eh bien, nous cessons simplement de nous adapter pour revenir à l'état initial, mais ceux qui sauront évoluer le mieux, c'est la théorie même de la sélection naturelle. Ce n'est pas le plus fort qui va survivre, c'est celui qui va savoir le mieux s'adapter. Alors justement, c'était la question que j'envisageais de vous poser tout de suite après. Est-ce que nous sommes tous logés à la même enseigne? Est-ce que nous sommes tous outillés pour entamer et réussir justement ce cheminement ou cette adaptation dont vous parliez à l'instant? Mais avant justement d'écouter vos réponses respectives, Madame Septi et Monsieur Ayouch, je vous propose d'écouter ensemble le témoignage de Madame Nawal Khiaté, qui est senior partner de Valiance Consulting et qui est en charge de tout ce qui est practice digitale et transformation. Elle est l'une des meilleures expertes du big data et de son usage au Maroc. Et donc, Madame Khiaté va nous rappeler les grands bouleversements qu'a connu le monde de l'entreprise et la relation employeur-salarié depuis mars 2020. Nous sommes allés à sa rencontre. Écoutons-la. La crise pandémique a eu un impact majeur sur les modes de travail partout dans le monde et bien évidemment également au Maroc. Donc, l'impact le plus visible aujourd'hui, c'est l'adoption du télétravail pendant le confinement, mais également par la suite. Et cette adoption a été notamment drivée par les pics épidémiques et les appels réguliers des autorités publiques. Donc, ce mode de travail a généré cependant des biais importants. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui se plaignent des confusions croissantes entre leur vie personnelle et professionnelle. Les deux ont lieu dans le même espace et la fin des heures officielles de travail n'est plus considérée comme un moment de coupure. On constate également un sentiment d'isolement, de dégradation de la qualité de la relation avec les collègues, voire même un sentiment de perte d'appartenance par rapport à l'entreprise. On constate par ailleurs, au vu de l'ampleur des changements de paradigme dus à la pandémie,
de plus en plus de travailleurs qui se posent des questions de sens. Donc, pourquoi je fais ça? À quoi sert mon travail? Et donc, ça remet en cause aussi la relation au travail. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le bien-être devient également une priorité absolue dans les choix des collaborateurs. Donc, on a plusieurs employeurs qui nous ont fait ce feedback et qui rapportent des relations au travail qui ont évolué et aussi des interactions avec des recrues potentielles qui questionnent aujourd'hui de plus en plus sur les usages des entreprises en termes de flexibilité, de respect de l'équilibre perso-pro et d'impact sociétal. Alors, bonne nouvelle pour les employeurs, nous avons constaté effectivement que le travail en distanciel est bon pour la productivité des collaborateurs. Ça nous a interpellés et on a investigué plusieurs raisons qui ont été invoquées pour ce gain de productivité. Donc, le télétravail aujourd'hui permet de gagner de nombreuses heures, voire des jours, pour des métiers qui nécessitent des délais de transport, des déplacements importants. On a aujourd'hui plusieurs salariés aussi qui indiquent qu'en télétravail, ils sont moins dérangés par les interruptions fréquentes inhérentes à la vie de bureau, on va dire. Et pour des personnes habituées à une certaine autonomie et flexibilité, le travail à distance a pu être un véritable catalyseur pour la productivité parce que le collaborateur finalement choisit les bons moments pour un travail efficace. Bien entendu, il y a un gain collatéral qui peut avoir un impact également sur la performance globale de l'entreprise, qui est toute l'optimisation, ou en tout cas les questionnements aujourd'hui autour de l'optimisation des espaces qui est générée par ce mode de travail. Alors, certaines entreprises ont mis en place des prérequis qui sont importants pour que ça puisse marcher et que cette productivité soit au rendez-vous. Donc, bien entendu, le prérequis le plus évident, c'est pour maintenir ce bon niveau de productivité est avant tout l'outillage, c'est-à-dire de mettre en place les outils digitaux et d'accompagnement des salariés pour l'utilisation de ces outils. On parle désormais de digital workplace, donc on a eu plusieurs sollicitations dans ce sens. Comment mettre en place cette digital workplace? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? C'est mettre en place tous les nouveaux outils collaboratifs qui existaient, mais qui n'étaient pas aussi utilisés que ce qu'on peut constater aujourd'hui, des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience collaborateur par rapport à ce travail à distance. Et l'idée que le collaborateur puisse, quel que soit son lieu de travail, accomplir l'ensemble des activités qui lui incombent de façon intuitive, simple et somme toute assez collaborative. Donc aujourd'hui, quelques entreprises également encouragent les collaborateurs à avoir des espaces dédiés au travail au sein de leur domicile. Donc on a même constaté que certains employeurs financent cette initiative pour pouvoir permettre d'avoir des conditions optimales pour ce télétravail. À ce constat, Madame Sivti, je commencerai par vous. Le constat réalisé par Madame Riati. Écoutez, c'était intéressant. De toute façon, elle a fait le tour de tout ce qui a été dit, de toutes les questions que nous nous sommes tous posées et que les gens se sont posées pendant ces derniers temps. C'était intéressant aussi de savoir que la productivité, etc., les résultats ont augmenté et ce paradoxe est intéressant à relever. Puis également, c'était intéressant d'entendre ces pronostics, même si c'est compliqué de faire. Est-ce que cela vous inspire justement, le fait que globalement les performances sont… c'est intéressant, c'est la preuve justement, c'est la réponse à la question que vous posiez juste avant le documentaire, c'est que nous sommes tous différents et qu'au final, le résultat de ces différences ont amené, ça veut dire qu'il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à retenir de cette expérience. Elle est douloureuse, elle est compliquée, elle est inconfortable, mais au final, il y a quelque chose que nous avons besoin d'en apprendre et d'en tirer. Très bien. Monsieur Ayouch? Oui, alors écoutez, pour moi, le constat est très intéressant.
vérifié et vérifiable, sauf que pour moi, c'est la partie visible de l'iceberg. Mhm. Et si nous voulons aller un peu plus loin, permettez-moi de dire que mon propos, c'est de discuter du développement de la personne aujourd'hui, dans l'ici et l'avenir. J'ai quelques préalables à vous partager. Mhm. Oui, on vous écoute, Monsieur Aliouche. J'avais parlé tout à l'heure de la date du 20 mars 2020. Avant, pour moi, c'est la préhistoire. Et après, c'est une nouvelle ère. Je sais que j'exagère, mais à peine. Voilà un premier préalable. Un deuxième préalable, je le prends chez un philosophe espagnol cité par Edgar Morin dans l'une de ses conférences, est le suivant. On ne sait pas ce qui se passe et c'est ce qui se passe. Il faut nous mettre dans une posture que ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas ce qui se passe. Et donc, c'est deux choses qui ne se passent pas en même temps. Et le savoir et notre conscience du non-savoir. Troisième préalable, nous sommes dans un monde de plus en plus VUCA. Parce que le monde était VUCA bien avant la pandémie. Maintenant, il est VUCA, à savoir vulnérable, incertain, complexe et ambigu à la puissance N. Quatrième préalable, l'avenir n'est plus ce qu'il était. L'avenir tel que nous l'envisagions avant le 20 mars n'est pas l'avenir tel que nous ne pouvons pas l'envisager aujourd'hui, puisqu'il ne se passe rien et on ne sait pas ce qui passe. Et mon dernier préalable, c'est que nous n'avons pas, quand je dis nous ici, c'est l'humanité, nous n'avons pas encore d'expertise dans le futur. Ce qu'on appelle la futurologie ou la prospective, parce que la prospective de la préhistoire n'est plus valable. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment de recul pour théoriser. Et nous sommes obligés de tâtonner, de test and learn. Nous ne savons pas à quelle sauce nous allons travailler. Soit le tout télétravail, soit l'hybride, et puis l'hybride à quel taux, et quel... Bon, c'est dans ces préalables qu'il faut, à mon sens, penser le développement de la personne. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous le pensons avec la même catégorie intellectuelle que nous utilisions dans la préhistoire, on aura les mêmes résultats. On sera toujours dans un changement de type 1, Madame Souci. Yes. Le changement de type 2 nous demande de changer de mode de pensée avant de chercher des résultats. Clairement. Parce que si nous ne changeons pas de mode de pensée, on aura les mêmes résultats. Et j'ai entendu, c'est extraordinaire. Je parle du 20 mars. Dès avril 2020, il y avait des experts qui donnaient des articles, des conférences sur comment sortir de la crise. Bravo. Chapeau, c'est extraordinaire. Sauf qu'on n'est pas sorti de la crise. Sauf que même traiter ça comme une crise est infra-réel. Alors, comment on va appeler ça? Si ce n'est pas une crise, c'est quoi? C'est une rupture? Moi, je l'appelle une nouvelle ère, par opposition à la préhistoire. Je ne pense pas, et là, il faut faire attention à tous les éléments de langage que nous écoutons à longueur de journée. Il n'y a pas de post-Covid, il n'y aura jamais de post-Covid. Oublions cela. Peut-être que le virus va être battu, oui. Why not? Au bout de la 52e dose de vaccin, on aura battu le virus lui-même, le virus biologique. Mais le phénomène Covid, post-Covid, il n'y en a plus. Le retour à la normalité, il faut oublier. Quelle normalité? La normalité telle que nous l'avons vécue et connue. Oui, alors on oublie. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la normalité d'avant le 20 mars, c'est la normalité de la préhistoire. Et donc, il va nous falloir réinventer une nouvelle normalité. Et nous ne savons pas ce qu'elle sera. Nous avons quelques prémices. Moi, je sais par exemple que plus jamais, ou vraiment très rarement, dans des cercles très protégés, je ne vais saluer mes amis sur les 2 jours.
Tout à fait. Ben Oui. voilà. Et donc, il n'y a plus de recettes. Voilà ce que nous devrions nous mettre dans la tête à tous. Il n'y a plus de recettes. Il n'y a que du testing et du learning en essayant d'utiliser du bon sens, qui n'est pas le sens du bon sens que nous utilisons. Donc, tous les outils existants aujourd'hui et que, voilà, que nous sommes plus ou moins habitués à utiliser, là, il faut les mettre de côté, il faut les oublier. Il faut les re-questionner, en tout cas, il faut le re-questionner. Et l'une des images que je donnerai, je pense que nous consommions le développement personnel qui est devenu un produit au menu. On arrivait chez X ou Y, spécialiste en développement personnel, qu'il soit gestionnaire d'un centre de bien-être et de spa ou autre prestation, et il avait sa carte. Et on choisit, je veux celui-ci, celui-ci, celui-là. Son menu, pardon. Maintenant, il faut aller à la carte. Il faut composer son propre repas, puisqu'on est dans la métaphore cuisine, de développement personnel. Alors, je reviens à la question que je posais juste avant le lancement du témoignage. Est-ce que nous sommes tous logés à la même enseigne pour faire ce travail qui est encore plus compliqué que ce qu'on avait dit au tout début? Donc, ça s'avère encore plus complexe. Est-ce que nous sommes tous outillés et est-ce que nous sommes tous égaux pour entamer ce travail de cheminement et de développement à la carte? Alors, clairement non. Clairement non. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents, quelle que soit l'approche que vous allez utiliser pour créer une échelle qui va classifier l'humain. Nous sommes tous différents. Il y a des introvertes et des extravertes. Il y a des gens qui sont orientés sur les relations et des gens qui sont orientés sur les actions. Il y a des gens qui sont orientés sur les tâches et d'autres sur les résultats. Il y a des gens qui sont beaucoup plus écologiques, je vais dire, et d'autres qui sont beaucoup plus industriels et ainsi de suite. Nous sommes tous différents. À l'échelle de l'humain, ceux qui vont s'adapter davantage à cette nouvelle situation et qui vont vivre, de toute façon, c'est le principe même du changement. Quand il y a un changement, celui qui gérera mieux le changement, c'est celui qui s'était préparé au changement ou celui qui va reconnaître le changement et développer de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes pour s'adapter au changement. Donc, imaginez des personnes, par exemple, qui étaient par elles-mêmes déjà en souffrance dans un système du tout présentiel. Je pense aux personnes qui sont un peu introverties, les personnes qui sont plutôt autonomes, les personnes qui n'aiment pas la créativité, les personnes qui font 1h30 de route pour venir à leur travail, les personnes qui, j'en sais rien, les parents célibataires. Il y a une infinité de catégories de personnes pour qui, clairement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est un atout, est un bénéfice. Ceux qui, par contre, à côté, se nourrissaient, se ressourçaient dans le milieu du travail, par exemple, leur ego, un peu de nourriture narcissique, un peu de se nourrir de sociabilité. Nous parlerons plus tard peut-être de sociabilité. J'en sais rien. Ces gens-là ont été gravement lésés et se retrouveront après en train de souffrir de l'isolement. Alors ça, c'est à l'échelle de l'individu, c'est probablement la même chose à l'échelle d'une entreprise. On parlait performance, c'est probablement la même chose. Une entreprise qui a un système managérial qui est très descendant, qui est très autoritaire, qui est très autoritariste, enfin qui est très, très napoléonien. Dirigiste, contrôlant, etc., va avoir énormément de problèmes, tandis qu'une entreprise qui est déjà dans le fait de déléguer, de donner de la souplesse, beaucoup plus de flexibilité, de souplesse aux personnes, qui est beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus horizontal, un peu comme les modèles un peu américains, etc. Donc, pour ces entreprises-là, ça sera beaucoup plus facile de gérer les nouvelles conditions de travail. Pour les familles, c'est exactement la même chose. Pour les leaders, c'est exactement la même chose. Pour une personne, par exemple, qui avait des besoins sur le plan émotionnel, nous évoquions tout à l'heure, M. Mohsin Ayouch évoquait ce développement personnel sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, quelqu'un qui est en carence affective, par exemple, et qui a besoin du travail, parce qu'on est d'accord que le travail, quand même, c'est quelque chose qui participe grandement à l'élaboration de l'identité, à la constitution de l'identité.
Donc, quelqu'un, par exemple, qui compte sur son travail pour venir remplir, si vous voulez, son déficit d'image, enfin ses carences affectives, et qui a besoin de prendre sa place dans un groupe, dans un travail, cette espèce de déspatialisation, ou cette espèce de situation où il n'est pas dans la reconnaissance immédiate, directe, puisqu'il n'y a pas les applaudissements directs, le feedback direct, ce risque d'être oublié, d'être un peu mis à l'écart, etc., va souffrir davantage que quelqu'un qui était davantage gêné par la nuisance, qui est beaucoup plus dans une forme d'attachement un peu évitant, où il préfère l'attachement de loin. Vous savez, on s'attache aux entreprises comme on s'attache aux objets, comme on s'attache aux êtres. On s'attache de manière affective, on s'attache de manière physique et aussi on s'attache de manière psychologique. Donc, quelqu'un qui a un attachement évitant, par exemple, sera très confortable dans cette nouvelle manière d'être. Par contre, quelqu'un qui a un attachement qui est beaucoup plus fusionnel sera lésé, sera en souffrance. Donc oui, clairement, nous sommes tous différents. Nous partons différents à la base pour affronter cette situation. Et c'est notre responsabilité de nous réinventer. J'ai adoré ce que disait M. Ayouch sur le fait qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de demain. C'est un nouveau demain. Je vous disais tout à l'heure, vraiment, je pense profondément, et des anthropologues et des paléontologues, etc., pensent la même chose. Nous sommes en train de vivre une révolution anthropologique, une révolution quantique, quelque chose qui touche vraiment à notre identité en tant qu'humain. Et plus nous serons dans l'acceptation de cet état et dans l'ouverture de ce qui vient, plus ça sera jouable. Oui. Monsieur Ayouch, est-ce que la génération Y et Z sont mieux outillés que nous pour faire face à toute cette révolution? En tout cas, il faut l'espérer. Parce que nous, on n'a pas fait très bien. On a fait du mieux qu'on pouvait. Alors, merci, Madame Sepsi, c'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai une petite nuance à mettre en place. S'il vous plaît. Pour le questionnement existentiel, nous sommes tous égaux et identiques en tant qu'êtres humains. La question existentielle se pose à l'être humain en tant qu'être humain. Elle n'a rien à voir avec Bac plus 14 ou N-25. Tout être humain, c'est ce qui fait notre spécificité, se pose des questions existentielles. Du genre, à quoi ça sert tout ça? Quelle est ma mission de vie? Comment se fait-il que la Lune tient maintenant la explication, mais ceux qui n'ont pas ça, qui a mis tout ça en ordre? Quel est le grand architecte de tout? Bien. Là, le propre de l'être humain, c'est de poser des questions. La différence va venir par la quête, le chemin. Là, effectivement, dans les chemins du sens, il y a autant de chemins que d'humains. Il y a autant de chemins que d'humains. Pourquoi? Parce que la réponse à la question du sens, dans une de ces dimensions, c'est une réponse intrapersonnelle et subjective. C'est ma réponse à moi. C'est moi qui suis content d'aller au boulot tôt le matin quand il fait encore noir. Parce que j'ai... Et quelqu'un d'autre, il n'est pas content. Mais c'est lui qui construit. Et donc, nous sommes identiques dans le questionnement existentiel parce que ça fait partie de notre qualité d'être humain. Et puis, le cheminement est différent. Maintenant, avant de répondre à ta question, est-ce que les jeunes sont plus à même de construire? Je disais que la pensée qui a conduit à cette situation n'est pas du tout valable, pour la résoudre. Je vais prendre juste deux idées de cette pensée qui nous a construit depuis 4000 ans. La première, depuis 4000 ans, nous pensons, l'humanité pense que les jeunes doivent suivre les seniors, qui doivent les écouter et dire faire ce qu'ils leur disent, et le monde ira très bien. Et si nous inversions ce paradigme pour penser autrement, si nous décrétions que désormais, dorénavant et jusqu'à jamais, c'est les seniors qui doivent écouter et suivre les juniors. Excellent. Voilà un premier paradigme qu'il faut analyser parce que, honnêtement, on a fait ça depuis 4000 ans, regardez où nous en sommes. Oui. Ça veut dire que ça ne va pas. Alors, deuxième paradigme, depuis
4000 ans, nous sommes dans une logique d'anthropocentrisme. L'homo sapiens, quand il a vaincu toutes les autres espèces, s'est érigé aux têtes de la nature. C'est nous les maîtres. Et faites attention quand on creuse. C'est l'homme et ensuite la femme. C'est même pas l'homme et la femme qui dominent. Et après viennent les animaux, les arbres, et tout ça, les plantes et tout ça. Cette conception a mené là où nous en sommes. Si nous passions d'un anthropocentrisme à un cosmocentrisme, le cosmos est organisé de telle sorte que nous sommes partie prenante, l'homme et la femme, et à côté, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a le vent, la nature, l'écosystème. Et alors voilà deux concepts à revoir. Et à mon sens, c'est avec ces deux concepts-là, pensée nouvelle, qu'on peut répondre, qu'on peut envisager cet avenir qui n'est plus ce qu'il était. Alors, je reviens à ta question. Oui, les jeunes sont plus avisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous sur au moins la question du cosmocentrisme. Ils sont beaucoup plus agiles. Plus agiles. Alors, si je compare la relation de ma génération aux animaux, oui. On reste au Maroc, chien, chat et âne. Et bon, les moins gentils leur donnaient des coups de pied ou leur balançaient des cailloux. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe. Il n'y a qu'à observer les rues. Les gens, et là, ce n'est pas bac plus 14, bac moins 5, de toute catégorie sociale, ramènent à manger aux chats errants. Et donc, les jeunes sont plus proches du cosmocentrisme que nous autres. Par rapport au suivisme générationnel, il y a une expression qui a eu beaucoup de succès en Europe, c'est « OK boomer ». C'est-à-dire les jeunes qui disent aux baby boomers « Allah khalikoum les mains, bon, vous avez déjà fait comme ça, assez comme ça, retirez-vous ». Et donc, fort de ces deux observations, oui, ils sont beaucoup plus résilients parce qu'ils sont nés dans un monde qui déjà montrait les soubresauts de ce grand tremblement de terre que nous vivons. Ou alors, il y avait les premières fumées qui sortaient du volcan et l'explosion, nous l'avons eu le 20 mars. Donc, effectivement, et donc c'est tout simple, il faut leur faire. Donc, c'est ce sentiment de danger qui fait que les jeunes sont peut-être beaucoup… On devrait les laisser, en fait, voilà, leur passer la main. Non seulement les laisser, mais les suivre. Et arrêter de dire que c'est les seniors qui doivent décider de tout. Alors, si on transpose ça à l'entreprise, est-ce que… Voilà. Effectivement, interrogeons un phénomène tout simple qui existait dans les entreprises avant dans la préhistoire. Un jeune qui vient d'arriver, il a un programme d'intégration. Ça sert à quoi? Ça veut dire, écoutez, monsieur ou madame, mademoiselle, le jeune recrue, d'accord? Voilà qui nous sommes, voilà comment nous vivons, voilà notre culture, notre procédure, nos valeurs, nos visions. Vous avez à comprendre tout ça et le suivre. Et si vous comprenez, vous suivez, tout ira bien. Il faut nous questionner, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce qu'elle est toujours valable? Ou est-ce que il faut demander aux jeunes de nous intégrer? Et donc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de futurologie. Il va nous falloir d'abord changer les paradigmes et ensuite les tester. Les tester en prenant le risque que ça ne marche pas. So what? Ça ne marche pas, on repose autre chose. Mais si nous gardons du mimétisme panurgien, du copier-coller de ce que nous faisions avant le 20 mars, ça n'ira nulle part. Et donc, selon vous, excusez-moi, Siayouch, pour revenir toujours au corps de notre sujet, le télétravail, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, j'ai des questions d'internautes
Comme vous le savez, il y a des gens qui interagissent avec nous et j'ai reçu une question que je vais vous poser d'ailleurs en direct. Alors, j'ai eu pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que le Maroc a la maturité suffisante pour permettre le télétravail lorsqu'on voit certains managers qui obligent le présentiel? C'est-à-dire qu'on impose le présentiel à 100% comme si de rien n'était. Il y a des secteurs d'activité entiers comme ça qui fonctionnent, voilà, qui refusent de voir que les choses ont… Est-ce que vous pensez que, voilà, est-ce que toutes les personnes sont logées à la même enseigne et est-ce que tous les pays sont logés à la même enseigne aussi? Alors, Madame, si vous voulez répondre, allez-y. S'il vous plaît, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse réagir à chaud. Je ne sais pas, Madame Souti, vous… Pareil, très bien, très bien. Donc la question, c'est comment réagir, comment faire. Et donc au final, ça repose la question de s'adapter. Vous savez, toutes ces questions, ce genre de questions, les gens se les posent régulièrement. Celui qui ne veut pas le présentiel alors qu'on lui impose le présentiel, celui qui ne veut pas le distanciel. Ça revient à cette question, enfin ce dont parlait tout à l'heure Monsieur Ayouch, qui est la question existentielle. La question existentielle, c'est notre finitude. Comment on peut faire pour exister plus? La question existentielle qui se pose et la grosse problématique de ce qui est en train de se passer maintenant et qui est en filigrane et qui est cachée derrière tout ce que nous venons de dire et tout ce que nous disons de toute façon depuis le 20 mars, c'est notre peur de mourir, notre peur de disparaître, notre peur de la mort. Cette pandémie, elle est venue toucher à quelque chose qui est de l'ordre de cet imprévu, d'une mort qui s'invite, qu'on ne connaît pas et contre laquelle on ne peut pas se prémunir. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a tous ces questionnements et toutes ces peurs. Et donc, nous ne faisons que fuir cette peur-là vers d'autres questions. Bien. Est-ce que le Maroc est prêt? Je ne suis pas une figure d'autorité pour dire mon avis. Bien sûr. Mais je vais tenter. Je trouve que cette notion de présentiel, distanciel, cette pandémie en tout cas, a été un très très bel enseignement et il ouvre des perspectives extraordinaires, particulièrement dans un pays comme le Maroc. Par exemple, pour le désenclavement des régions enclavées, l'accès aux études, par exemple, l'accès au travail, etc. Il y a énormément de régions qui sont très difficiles d'accès au Maroc, qui n'ont pas… la possibilité d'accéder aux universités, aux entreprises. Et aujourd'hui, je pense qu'à terme, il va falloir penser les choses autrement. Il va falloir tirer opportunité de ces choses-là. Ces entreprises qui imposent le tout présentiel ou le tout distanciel, en tout cas, personnellement, m'interpellent et me font me poser cette question, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait marcher? Évidemment, nous ne pouvons pas, il n'y a pas de futurologie, comme disait M. Ayouch, possible, mais nous pouvons questionner, penser, enfin, réfléchir à ce qui ferait que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à terme puisse fonctionner. Je pense que ça ouvre un sujet, ce que Lévi-Strauss avait appelé le consentement. Je trouve qu'il y a la question du consentement qui est à poser aujourd'hui au cœur de cette nouvelle réorganisation du travail. Aujourd'hui, le leadership par autorité ou le management par autorité, c'est caduc, c'est obsolète, c'est obsolète. C'est obsolète. Vous parliez de la différence tout à l'heure entre ces nouvelles générations elles sont tellement plus libres que nous parce que leur vie tout entière, contrairement à nous, où il y avait énormément de répartition, de catégorisation, nous étions structurés en groupes et sous-groupes. On était dans des cases. Ouais. Des cases. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont une vie privée, enfin une vie personnelle et une vie professionnelle. Point. Ils ont le même t-shirt en vie pro, vie perso. Et dans leur vie pro et perso, ils font du sport. Et même si je n'étais pas d'accord sur l'histoire des animaux, parce que moi, je me rappelle, en 93, je me rappelle même de l'année, j'étais bouleversée à l'époque d'entendre parler de l'Internet interespèces. Il y avait déjà des recherches en 1993, de créer un Internet qui serait entre nous une manière de communiquer. Je me rappelle, il y avait des orques communiquer avec les dauphins, etc. Donc, l'humain a toujours eu cette sensibilité de se rapprocher de l'animal.
même si on est méchant, on a créé l'esclavage, on a créé les injustices par rapport aux femmes, etc. Mais on s'est toujours remis en question, et on a toujours évolué. Et nous sommes dans une réévaluation permanente de nos valeurs, en fait. C'est nos valeurs qui évoluent. C'est les valeurs de l'humain qui évoluent. Aujourd'hui, nous sommes horrifiés par certains sévices, l'Inquisition, l'esclavage, parce que nous jugeons le passé avec nos valeurs d'aujourd'hui. Mais nous sommes les mêmes. C'est nous qui avons évolué et qui avons fait que ces valeurs grandissent. Donc, bref, pour revenir à cette histoire des entreprises qui commandent, qui gèrent, etc., ça peut plus arriver. En fait, les entreprises vont être appelées, sont déjà appelées et devront être appelées en fait, à générer le fait de s'associer. Il faut générer le désir de s'associer. L'adhésion, c'est-à-dire l'adhésion. Exactement. Et donc, le consentement est un préalable indispensable qui impactera la performance des entreprises, mais aussi le développement de l'humain. Vous savez, je vais vous raconter rapidement une anecdote. En cabinet, je travaille en cabinet, donc je fais de la thérapie. J'ai eu une très grande vague de syndrome anxieux au début du confinement. Il y a eu une très grande vague de personnes qui venaient avec l'anxiété parce que justement, cette thanatophobie, cette peur de la mort, panique est venue toucher les gens, s'est invitée chez eux vraiment dans leur maison. Mais j'ai eu une deuxième vague de syndrome anxieux. J'étais très surprise d'ailleurs le jour où ils ont annoncé le déconfinement. Il y a quelques mois, quand ils ont annoncé le déconfinement, un petit peu avant la vaccination, il y a eu une très grande vague de phénomènes anxieux. Les gens étaient supposés être heureux de sortir de chez eux, et bien non. Ils se sont créés de nouvelles zones de confort chez eux, de nouvelles... Il y a des accoutumances. Exactement. Et ils avaient l'impression que, en fait, on leur disait ça va aller, mais comme il n'y avait pas ce consentement ou cette préparation, ben il y avait de l'anxiété, c'était très surprenant. Donc, pour répondre à ce monsieur, comment faire que chacun de nous milite pour obtenir d'être entendu, pour obtenir que chacun soit entendu. Le fameux management horizontal. Horizontal. Merci beaucoup. Monsieur Ayouch, vous avez une réflexion par rapport à… Je vais dans le même sens que Mme Smith, sauf que j'ai envie de dire juste deux idées. Oui. Eh bien, tout simplement, si le Maroc n'a pas assez de maturité pour patati patata, la vie va le faire maturer à Al-Tendiba. Il n'y a pas de bien comme il faut. Deuxième remarque, c'est que l'organisation ou la personne ou le manager, quel que soit le cas, qui dit il n'y a que le télétravail ou qu'il n'y a que le présentiel, ben, il n'a rien compris. Oui. Il essaie de gérer mécaniquement une situation existentielle. Oui. Et tant qu'on n'a pas changé ces paramètres, on va créer de nouveaux clans, les télétravaillistes et les présentistes. Et on va se bagarrer entre télétravaillistes et présentistes. Par contre, si on est dans une logique de test and learn, de ce que j'appelle de bricolage, de tâtonnement, là, on risque d'avancer réellement vers quelque chose qui tienne la route. Comme on peut dire, écoutez, l'expérience coréenne, les Coréens avaient vite, mais personne n'est aussi intelligent qu'eux, on fait comme eux et hop. Mais bon. Bon, les modèles importés, on sait ce que… On sera encore dans l'ancien mode. Par contre, ce que disait Mme Spitz, qui est très intéressant, c'est que l'ouverture actuelle qu'il y a donne des opportunités extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne, des exécutifs MBA qui sont donnés à partir du Maroc et les étudiants, ben, ils sont où? Ils sont aux Émirats, au Mexique, au Canada. En Afrique, oui. Absolument merveilleux. Ils ne sont plus dans la salle de classe. La salle de classe est devenue le monde entier. Virtuel. La salle de réunion est devenue le monde entier. Alors, est-ce qu'on va continuer à gérer cela avec la mentalité d'avant? Ce patron qui dit, c'est moi qui décide, c'est le télétravail ou le présentiel. Il y a juste une petite question à nous poser à tous aujourd'hui. Est-ce que le code du travail marocain tel qu'il est applicable aujourd'hui? Non, parce que ça va plus vite. Le code du travail, ça va beaucoup plus vite. Il est caduc. Bien sûr. Est-ce qu'on peut garder dans un futur code de travail la fameuse règle
sous-jacente, c'est que la relation de travail est une relation de suggestion. C'est comme ça que ça s'appelle juridiquement parlant. La suggestion du salarié à l'employeur. C'est fini tout ça. Et encore une fois, c'est les paradigmes qui sont à changer de manière globale, mais aussi sur ce qui nous intéresse de manière plus pointue, sur le développement personnel, le bien-être, l'épanouissement et la performance. Il faut redevenir tout ça. Avant de chercher des recettes, honnêtement, j'en ai pas. Sinon, je serais un menteur. J'essaie de me débrouiller pour moi-même. Oui. Mais de toute façon, nous sommes dans une phase. Oui, nous sommes dans une phase transitoire, donc on va tâtonner, on va continuer encore à tâtonner. Mais en attendant, il faut consolider cette relation de confiance. Alors là, c'est le véritable défi. Évidemment, il y a la performance, oui. Apparemment, les objectifs sont atteints en termes de performance, en tout cas pour l'instant. Mais la relation de confiance, comment la consolider justement avec la généralisation du télétravail qui va se faire petit à petit. Oui. Alors, juste, j'ai une réflexion là-dessus. Le confinement, le télétravail a, marginalisé l'humain. Il l'a mis derrière un écran et vas-y que tu cliques et que tu parles et que tu cliques et que tu parles et que tu envoies et tu réceptionnes et tout ça. La piste que je trouve, c'est être attentif à l'humain, non pas en tant que cliqueur sur un clavier, non pas en tant que réalisateur de KPIs et d'objectifs, mais d'être humain qui a un développement de sa personne à faire sur les 5 niveaux que j'ai cités au départ, physique, mental, social, émotionnel et spirituel. L'entrée en matière, c'est ça. Le tâtonnement ou l'expérimentation ou le test and learn devrait être dans ce cadre-là. Tant qu'on n'a pas mis ça, si on reste sur la logique, il faut faire suer le burnous, et waouh, c'est génial, le télétravail, ça augmente la rentabilité et le rendement du travail. On a des chiffres maintenant, ça s'est multiplié. Oui, bien sûr. Et pas de 5%. C'est des pourcentages. Si on est dans cette logique-là, ben encore une fois, on aura tout raté parce que la question, c'est jusqu'à quand? Si on est dans la logique purée, j'ai gagné un espace bureau parce que mon employé, il travaille chez lui. Et je ne donne même plus de prime de transport. Il n'y a plus de transport. Vous voyez, toutes les déviations vers lesquelles on peut aller. La piste, c'est garder l'humain au centre et puis voir comment faire que. Il a été question de vie privée, vie professionnelle. Exactement. L'interconnexion. Soit dans les commentaires de Madame Subti. Qu'est-ce qu'on remarque? L'interpénétration au niveau spatial, au niveau temporel et au niveau affectif. Avant, dans la préhistoire, les espaces étaient séparés. L'espace de vie personnelle était séparé de l'histoire de travail. Le temps était séparé. On sortait de chez soi, on prenait un moyen de transport et on faisait un chemin pour aller ailleurs. Là, on sort de nulle part et on rentre nulle part, on est chez soi. Et puis, il y avait aussi la distance ou la séparation affective. Le mari faisait son boulot, la femme faisait son boulot, et puis chacun était tranquille là-bas et il ne savait même pas ce que l'autre faisait ou comment il passait sa journée, sauf s'il voulait lui raconter par téléphone. Là, ils sont en train de répondre au téléphone, là, en face de l'autre. Et l'autre, il sait que la réunion a eu lieu, l'autre n'a pas eu lieu, qu'il s'est bagarré avec son copain ou son patron ou un truc pareil. Donc, cette interpénétration, est-ce qu'elle est encore gérable par la logique ancienne de il faut équilibrer sa vie privée et sa vie publique, professionnelle? Ce paradigme, pour moi, il est tombé. Tout comme la durée du temps de travail. Absolument. Absolument. On arrive des phénomènes à répondre à des mails à 2 heures du matin, mais c'est complètement aberrant. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, peut-être que, en lieu et place de chercher un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, il faille chercher autrement et ailleurs. Chercher une harmonie. Un équilibre, c'est comme ça. Comme on dit chez nous. D'accord? L'harmonie, c'est plutôt comme ça.
C'est comment, en travaillant dans le même espace physique, dans le même temps temporel, physique, garder cette harmonie. Et là encore, on n'a pas de recette. C'est juste des questions. Mais sortir des anciens paradigmes, c'est ça, à mon avis, le plus urgent. L'entrée, c'est sortir des anciens paradigmes, en trouver d'autres, les tester. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver le meilleur paradigme tout de suite. Mais c'est notre sort. Il n'y a pas d'autre moyen. Bien sûr, bien sûr. Merci, Monsieur Ayouch. Madame Sebti, il y a un autre aspect qui, je pense, vous tient particulièrement à cœur, c'est l'aspect sociabilisation. Oui. Alors, la problématique, voilà. Ça, c'est très important d'en parler. Merci d'en parler. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier justement cette sociabilisation au profit d'un individualisme? Alors, on est en train de réinventer la sociabilisation. Déjà, il faut savoir que c'est la sociabilisation qui a créé la société. C'est à la base, nous avons survécu. Nous parlions tout à l'heure du sapiens. Le sapiens est ce qu'il est aujourd'hui, tout en haut de l'échelle. De l'échelle de la chaîne alimentaire, parce qu'il a été capable de créer des sociétés, donc de sociabiliser pour pouvoir créer une société. À la base, quand nous sommes apparus sur Terre, nous étions l'espèce la plus fragile possible, puisqu'on n'avait pas de cornes, on n'avait pas de griffes, on n'avait pas de poils, on n'avait pas. Et en plus, on était en position verticale, c'est-à-dire que nos organes vitaux étaient exposés. Et c'est parce que nous avons été capables de sociabiliser. D'ailleurs, j'avais quelque chose que j'avais trouvé intéressant, c'est une anthropologue à qui on posait la question, quel est le premier signe, le plus ancien signe de la civilisation. Et alors qu'on se serait attendu à ce qu'elle parle, par exemple, d'une icône religieuse ou d'un objet d'art, d'un outil quelconque, pour elle, le premier signe de la civilisation, c'est le premier fémur consolidé qui a été trouvé. Un fémur consolidé, une personne qui s'est brisé le fémur, théoriquement, elle ne survit pas. Et donc, si elle a survécu, c'est qu'on s'est occupé d'elle. Donc, la question de la sociabilisation aujourd'hui, elle est fondamentale parce que c'est elle qui crée donc cette nouvelle forme de sociabilisation que nous sommes en train d'inventer, que nous sommes en train de créer, est importante. Effectivement, on disait tout à l'heure, M. Ayouch parlait tout à l'heure de cette confusion des cadres. Aujourd'hui, il y a une confusion entre le cadre pro et le cadre perso. C'est une confusion qui est à plusieurs niveaux. Elle est dans la perception que nous avons de notre environnement. Elle est dans l'organisation que nous pouvons faire de notre temps. Il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui perdent. Mais surtout, elle est justement, on parlait tout à l'heure des valeurs, elle est dans une réflexion autour des valeurs. Un homme qui reste à la maison toute la journée et une femme qui reste toute la journée, il ne peut pas faire comme si sa femme, elle est obligée en même temps de travailler, d'être à la cuisine, de s'occuper des gamins, sortir des linges. Il est obligé maintenant de participer. Il ne peut plus faire comme si, voilà justement nos paradigmes archaïques qui disaient que l'homme, il travaille et la femme, elle fait la lessive. Ça ne fonctionne plus maintenant. Donc, si on le prend positivement, il y a un questionnement qui se fait sur la nouvelle sociabilisation. Aujourd'hui, on n'enterre plus nos morts c'est quelque chose. Je trouve qu'une des choses les plus douloureuses de ce confinement, je pense que sur l'échelle de l'histoire, avec un grand H, le confinement aura été bénéfique. Cette pandémie aura été bénéfique à l'humain avec un grand H. À l'humanité. À l'humanité, dans le cours de son histoire, l'humanité bénéficiera de ce qui s'est passé. Évidemment, à notre petite échelle ponctuelle, dans cette immédiateté de ce que nous vivons, c'est quand même douloureux. Par contre, ce que nous retiendrons, ce que personnellement je retiens comme étant l'un des aspects les plus compliqués, c'est que voilà, nous ne pouvons plus fêter nos événements, en communauté et aussi enterrer nos morts. Aujourd'hui, la sociabilité, c'est parce que c'est ce que nous cherchons par le travail. Le travail était la source principale de sociabilisation depuis la nuit des temps pour l'humain. Nous passons un temps fou à nous préparer, à nous habiller, à nous faire beau, à acheter des belles voitures, à acheter des montres, pour qu'on puisse nous voir au travail et qu'on puisse s'identifier à nous et que nous puissions nous identifier aux autres. Tous ces besoins-là sont en train de changer. Au final, quand nous faisons tout ce que nous faisons pour sociabiliser et tous les rituels que nous avons mis en place depuis la nuit des temps, tous les efforts de communication, d'apparence, etc., aujourd'hui, on est obligé d'aller questionner c'est quoi le besoin. C'est un besoin d'appartenance. Ce que Adler avait appelé le besoin d'appartenance, qui est notre moteur principal.
C'est ce besoin d'appartenance. Eh bien, aujourd'hui, c'est important que nous repensions nos besoins d'appartenance. Par exemple, c'est important que la sociabilisation, c'est quoi finalement? C'est des perspectives partagées, c'est des projets partagés, c'est des visions partagées, c'est des centres d'intérêt partagés. Eh bien, nous avons cette responsabilité de créer une nouvelle forme. C'est ce que, encore une fois, les jeunes connectés. Merci. Voilà, et c'est ce que les jeunes sont capables de faire. Oui. Faire. De rejoindre des réseaux ayant des différentes missions diverses et variées, des associations, etc. Donc, eux, le problème de la sociabilisation ne se pose pas pour eux, oui. En réalité. Parce qu'à la base, le besoin est probablement moins important. Il ne faut pas oublier que nous avons été conditionnés, les anciennes générations étaient conditionnées à une espèce de loyauté familiale, une loyauté aux aînés. Eux, ils sont beaucoup plus libres parce que nous les avons éduqués à être beaucoup plus libres et à être indépendants affectivement. Depuis Dolto, depuis le bébé est une personne, depuis Françoise Dolto, nous avons, pour la première fois, les humains ont travaillé à un des besoins fondamentaux qui est l'autonomie. Nous avons encouragé nos enfants à être autonomes et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de récolter des fruits, c'est qu'ils sont justement autonomes, contrairement à nous qui avons été emprisonnés dans un souci de loyauté, de fusion. De fidélité aussi. De fidélité. Oui. Merci, Madame Sipti. Monsieur Ayush, vous n'avez pas énoncé la notion de l'immanence que vous m'aviez expliquée lors de notre échange. J'aimerais bien que vous voilà, vous fassiez un petit focus sur ça. Et en fait, puisque nous sommes dans une nouvelle ère, puisque la pensée de la préhistoire d'avant le 20 mars n'est plus valable, il va nous falloir chercher le développement de la personne à partir de l'intérieur de nous-mêmes. D'où la métaphore de la carte et pas du menu. Et là aussi, parce que c'est la question du sens, personne ne construira le sens pour vous. Voilà. Bien sûr, il y a le sens collectif dans les entreprises. On détermine une vision, des valeurs, une vocation, tout ça, oui, ça donne un sens commun. Un sens collectif, oui, tout ça se fait, mais nous savons bien que ça peut être nickel, sophistiqué, bien travaillé, mais si la personne, l'individu, membre de l'organisation, membre de l'entreprise, ne fait pas coïncider ce sens collectif avec le sens qu'il donne lui-même, et donc, la question de la construction du sens étant une question éminemment personnelle et subjective, la question de mon développement personnel doit suivre le même chemin. Je ne vais pas aller picorer un peu de méditation, un peu de yoga, 50 km en week-end à la course, et puis massage 3 fois par semaine, et stage de respiration, et puis encore stage de silence ou semaine de jeûne. Oui, tout ça c'est excellent, mais tant que ça ne me répond pas à moi-même tel que je suis, honnêtement, non. Et d'où l'idée de l'immanence. J'ai envie, tu as cité Nelson Mandela en arrivant, j'ai envie de partager avec vous ma perception d'aujourd'hui quant au développement de la personne, quant à l'individuation. Généralement, quand on parle de développement personnel, les chemins battus, c'est les suivants. Connais-toi toi-même, qui ne l'a pas répété 1 milliard de fois. Ose devenir qui tu es. Waouh, celle-là, elle a beaucoup de succès. Et si nous changeons ce paradigme par celui-là? Fabrique-toi toi-même. Mieux, bricole-toi toi-même. J'adore. Nous sommes dans une ère qui le permet. Oui. Puisque nous sommes dans une nouvelle ère et que les paradigmes de la préhistoire sont derrière nous. Et je préfère bricoler que fabriquer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore suffisamment de recul. Nous n'avons pas encore les machines à fabriquer. Donc nous allons bricoler comme un artisan.
se bricoler soi-même. Parce que devenir qui je suis, si on creuse l'expression, ne veut rien dire. Qui je suis, il est là. Devenir je suis un autre, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, me bricoler, c'est me construire et dans la nouvelle ère, me reconstruire. Et donc, chemin faisant, bricoler mon propre programme de développement de la personne. Voilà. Et le co-bricoler quand je suis en collectif. Dans une entreprise, dans une famille, dans un groupe, dans une équipe. Et c'est pour ça que la question tout le monde au présentiel ou tout le monde en distanciel n'a plus le sens d'être posée. C'est ensemble comment nous allons bricoler notre espace et notre temps de travail. C'est comme ça que ça peut marcher. Autrement, je rappelle qu'on va revenir à la préhistoire. Eh bien, appliquons les règles de la préhistoire et voyons ce que ça va donner. Ça, au mieux, ça donnera une autre pandémie. Ce que nous n'espérons pas. Oui, espérons. On en connaîtra pas. En tout cas, nous, on n'en connaîtra pas d'autres. En tout cas, c'est une discussion qui est passionnante et enrichissante. Je voudrais, avant de la conclure, parce que malheureusement le temps passe, écouter les pronostics justement de Nawal Khiyaté pour les 3 prochaines années. Et donc, elle va nous donner un petit peu sa vision des choses par rapport aux mutations dans la relation entreprise-cadre. Écoutons-la. Le maître mot des 2 dernières années a été la résilience. Donc, la résilience face à une transformation qui a été subie, on va dire. Mais je pense que les prochaines années vont être dédiées à une transformation qui sera plutôt orchestrée. Donc aujourd'hui, les entreprises vont devoir tester de nouveaux modèles de workplace avec des questionnements sur le faut-il un retour à 100% de présentiel ou télétravail pour tous ou à des modes plutôt hybrides qui appellent une workplace plutôt digitale. Donc, ces modèles de travail et de workplace vont imposer des mutations importantes. Tout d'abord, une évolution sur le rôle du manager. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de former des managers coachs avec des compétences humaines plus présentes. Donc, ce manager devra savoir démontrer plusieurs qualités humaines, donc la vision, la confiance, l'écoute, la proximité avec les collaborateurs, la bienveillance et aussi beaucoup d'agilité. Il doit bien entendu s'assurer d'un suivi régulier de l'avancement des travaux au regard des objectifs qui vont devoir être fixés de manière un peu plus systématique. Mais également, ce coach manager doit aussi privilégier la proximité et la communication avec ses collaborateurs pour qu'ils se sentent en confiance et écoutés et qui vont faire preuve de ce fait d'un plus haut niveau d'engagement par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième mutation importante qui va devoir s'opérer est de la capacité d'avoir une vue intégrée sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les interactions. Et cette vision intégrée devra être portée non seulement par les RH, mais également par le top management. Donc, avec le travail distanciel, il est nécessaire aujourd'hui et demain, encore plus, d'être discipliné, de conserver et d'instaurer un formalisme écrit qui va pouvoir tracer l'ensemble des échanges. Un effort important aussi devra être fait sur la communication interne. On parlait tout à l'heure de ce sentiment d'appartenance. Donc, dans les collaborateurs se sentent dépourvus de plus en plus du fait des modalités d'interaction actuelles et futures, certainement. Donc, cet effort doit également être fourni avec des annonces officielles, des objectifs clairs pour l'entreprise, une transparence par rapport aux résultats et aux annonces et aux faits marquants de l'entreprise pour pouvoir mobiliser les troupes. Cet effort doit être aussi cascadé par ces fameux managers coachs qui vont devoir se mettre en place. Des évaluations aussi à mi-parcours par rapport à tout ce qui a été réalisé pour pouvoir lever ce sentiment d'isolement que vivent les collaborateurs. Et donc, les managers coachs devront également être évalués sur leur capacité à gérer et à conserver le moral et la productivité de leurs équipes. Troisième mutation importante, c'est les possibilités plus larges de staffing. Donc, on peut élargir aujourd'hui le pool des candidats
et recruter des collaborateurs qui ne seront plus forcément dans la même géographie que l'entreprise. On parle même de crowd de compétences. Alors, le concept aujourd'hui, c'est qu'on va lancer une problématique, un projet sur la toile et qu'on peut sourcer des équipes qui vont travailler de manière ponctuelle sur des problématiques. Et ça, c'est des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui et qui vont s'imposer de plus en plus, ce qui peut être bien entendu bénéfique à l'entreprise, mais qui met aussi une pression importante sur les ressources et sur comment on fidélise et comment on attire de plus en plus les compétences qui sont appelées aujourd'hui à intervenir un peu partout, indépendamment du lieu de travail. Et enfin, bien sûr, on va certainement assister à un travail plus concret des entreprises, sur la culture des entreprises, sur également la proposition de valeur de ces entreprises vis-à-vis de ses collaborateurs pour mettre en évidence le sens dont on parlait tout à l'heure et puis ce sens que recherchent de plus en plus au fait les travailleurs et également garantir la flexibilité et le bien-être nécessaires à la fidélisation des salariés et à l'attraction des talents. Donc, je reviens à nos invités. Si l'on devait donc retenir 2 ou 3 conseils de coach que vous êtes pour bien entamer 2022 avec un maximum de sérénité, quels seraient les vôtres, Madame Sebti? Écoutez, à l'échelle individuelle, l'ouverture et la flexibilité, développer son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire développer sa conscience de soi et de l'autre, développer un maximum de connaissances de soi et de l'autre, s'ouvrir à un autre différent qui a aussi peur que nous. À l'échelle des entreprises, c'est probablement explorer cette notion des valeurs partagées, des perspectives partagées, et puis du consentement mutuel, c'est-à-dire aller dans une formule win-win où tout le monde est gagnant. Au niveau de notre approche, tout à l'heure, M. Ayouch insistait beaucoup sur tout part de moi, ça part de moi. C'est moi, le sens, c'est moi qui le cherche, c'est moi qui le trouve. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Se questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux vraiment. Vous savez, moi j'ai fait médecine il y a quelques années, il y a longtemps, et à l'époque, pour moi la santé, et l'OMS d'ailleurs définissait la santé comme l'absence de maladie, l'absence de symptômes. Aujourd'hui, on sait que la santé, c'est un bien-être holistique, un bien-être dans toutes les dimensions de l'être. Un bien-être physique, un bien-être mental, un bien-être émotionnel et un bien-être social. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir de tout ce que nous avons partagé, c'est que j'ai la responsabilité, moi, individu, de me rapprocher au plus, dans les conditions qui me sont offertes, dans le bricolage qui m'est offert aujourd'hui, me rapprocher le plus d'un état de bien-être de manière responsable et éthique. Merci Madame Sebti. Monsieur Ayouch, 2 ou 3 conseils éclairés. Oui, merci. Vous savez, en tant que coach praticien, superviseur et formateur de coach, je constate chez moi une réaction physique à chaque fois que j'entends le mot conseil. Le peu de cheveux qui me restent sur la tête se dresse. Et donc, sauf peut-être une démarche. Istafti qalbak. C'est un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Istafti qalbak. Cherchez en vous-même. Faites de votre expérience la base de votre expertise. Votre expertise. Pas celle de Tartampion là-bas en Corée ou là au Botswana. Très bien, c'est ce que j'essaie d'appliquer à moi-même et j'espère. Je bricole et bricolons et vive le bricolage. Bricolons tous. Merci Monsieur Ayouch. Merci Madame Sebti pour la richesse de vos partages et de
et de vos analyses, de vos perceptions et pour votre générosité aussi. Voilà, donc chers internautes, on espère qu'en l'espace de 90 minutes, nous avons atteint notre ambition de départ, c'est-à-dire vous donner envie d'aller plus loin et donc d'aller chercher en vous-même les solutions comme le recommande Monsieur Ayouch. Je vous dis bonne fin de soirée, à très bientôt et à l'année prochaine surtout. Oui. Voilà, merci. Merci encore. La troisième année de l'ère nouvelle. Voilà.